Bonjour à tous et bienvenue à cette première causerie de l'année 2024. J'en profite donc pour vous souhaiter mes meilleurs vœux, nos meilleurs vœux de la barre de Césy et de l'équipe des causeries Césy. C'est un grand plaisir de continuer cette saison 2023-2024 avec vous. 10e saison déjà. Merci donc aux apprenants nombreux aujourd'hui. Donc la causerie, ça se passe en présentiel dans notre amphithéâtre de Césy-Nanterre, mais qui est aussi suivi en live depuis plusieurs années, soit par l'ensemble des centres, des 25 centres Césy en France. Alors, pilotes de formation, apprenants, toutes les fonctions commerciales, support ou assistantes sont les bienvenues pour nous suivre chaque semaine, mais également les tuteurs, les institutionnels, nos partenaires, mais également vos réseaux personnels et professionnels. Ce lien, qui est gratuit, unique, diffusable, je vous le dis, vous pouvez le transférer à toute personne intéressée par l'ensemble des causeries qu'on propose. Donc c'est vraiment pratique et intéressant pour tous. Les causeries Césy, pour ceux qui nous rejoignent pour la première fois, c'est un cycle de conférences, comme je vous le disais, qui existe depuis 10 ans. On vous propose chaque semaine, de 13h à 14h, de fin octobre à fin avril, des thématiques concernant des sujets divers et variés de culture générale, comme vous pouvez le voir sur ce slide. Et on est là pour vous apporter de la connaissance, pas des cours pour les apprenants qui sont là. Vraiment, on est là pour vous ouvrir sur d'autres thématiques que vous n'aurez pas forcément l'occasion d'aborder dans votre cursus. L'idée, c'est de pouvoir échanger, partager des idées, commenter avec toutes sortes de publics, toutes sortes d'interlocuteurs, évidemment, d'enrichir vos parcours personnels et professionnels. J'espère que les causeries Césy correspondent et répondent à vos attentes à ce sujet. Et aujourd'hui, on va commencer l'année avec une causerie concernant le domaine des sciences humaines avec Christine Ebadi. Donc, on peut l'accueillir chaleureusement. Merci. Christine, elle est là déjà depuis 3 saisons. Merci beaucoup à elle de nous suivre et voilà, de nous soutenir dans notre démarche. Elle arrive toujours avec des sujets d'actualité percutants, pertinents, qui parlent à tous les domaines de formation. Donc merci à elle d'être là. Et puis je vais lui laisser la parole. Elle va se présenter plus explicitement et puis enchaîner avec la causerie. Je précise pour les questions que vous auriez. Comme je le disais tout à l'heure, pour ceux qui sont dans la salle, vous levez bien la main, je vous apporte un micro pour que l'ensemble des personnes qui nous regardent à travers l'écran puissent entendre également vos interrogations. Pour ceux qui nous suivent via le live, vous envoyez vos questions à causerie au pluriel @cesi.fr et je me ferai porte-parole de vos questions. N'hésitez pas, les échanges se feront plutôt à la fin de la causerie sur les 10 dernières minutes. Et s'il y a trop de questions, comme je précisais, vous aurez la possibilité, évidemment, d'avoir vos réponses dans un deuxième temps via ce mail causerie@cesi.fr. Je vous rappelle également que les 3 dernières saisons sont disponibles sur YouTube. Hyper intéressant de retrouver des sujets divers et variés. Donc là, vous allez sur les playlists sur la chaîne YouTube Césy, dans la playlist Les causeries Césy, et vous avez l'ensemble des 3 dernières saisons des causeries Césy. Merci à Christine, bienvenue à elle, et je vous laisse pour cette causerie. Alors bonjour à tous, bonne année déjà pour démarrer. Je crois que c'est votre rentrée, c'était hier, quoi, c'est ça, je pense. Bon, bonne année. Je suis ravie d'être la première causerie de l'année. Et je vais vous parler de santé. D'ailleurs, on dit souvent bonne année, bonne santé. Donc je pense que le sujet est un peu actuel. Alors moi, je suis pas médecin et pourtant je vais vous parler de santé. Alors j'ai pas de stéthoscope, j'ai pas fait des études de médecine. J'accompagne des organisations. Des collectifs et des projets de transformation. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? En gros, moi, quand on m'appelle, c'est qu'il y a un sujet sur un collectif, sur son mode de fonctionnement, sur comment il coopère, comment ça fonctionne, donc dans les entreprises essentiellement, mais également des associations et des collectivités locales. Et donc, j'interviens au niveau d'une équipe ou au niveau peut-être plus large d'une division, d'un département. Et quand il y a un projet qui demande beaucoup de transformation, d'engager de l'humain. Et ça, petit à petit, ça m'a amené à me poser des questions sur finalement, c'est quoi la santé d'un collectif ?
Qu'est-ce qui fait qu'on dit qu'un collectif est en bonne santé ou en mauvaise santé ? Il y a eu des tas d'exemples. L'année dernière, je me rappelle, ici même, j'ai partagé un exemple de foot, où il y avait eu une équipe de foot où finalement tous les joueurs étaient très très bons individuellement, mais collectivement, aux Coupes du Monde, pour ceux que ça intéresse, avaient fini en grève parce que l'état de santé du collectif n'était pas terrible. Donc c'est vraiment ces questions-là que je me suis posées. Et on se les pose vraiment à travers différents sujets, de la technologie, du vivant. Enfin voilà, on essaie vraiment de comprendre ça. Alors on va parler un petit peu, donc ça c'est quelques photos d'intervention, donc on va aussi bien intervenir en salle qu'à l'extérieur. Alors finalement, c'est quoi les ingrédients d'un collectif en bonne santé ? Et si on est tous individuellement en bonne santé, est-ce que mon collectif il est censé fonctionner ? Alors la santé, souvent, la façon, on va dire, la plus classique dont on parle, on dit à une personne, tu es en bonne santé, si d'ailleurs on ne l'est pas, c'est que tu n'as probablement pas fait assez de sport, tu ne prends pas assez soin de ta santé, il y a quelque chose qui dysfonctionne à ce niveau-là. Donc c'est ta responsabilité de faire du sport. On te dit, faut que tu manges quand même des fruits et des légumes. Voilà, il faut que tu te nourrisses correctement. Et puis également, on te dit, c'est quand même pas mal d'avoir des relations, des amis. Alors, pas tellement pour le réseau, mais pour dire, on sait qu'on vit en meilleure santé si on connaît des gens. Si on est tout seul, c'est un peu plus difficile. Il y a des stats qui le montrent. Donc en gros, il y a une espèce d'appropriation de la santé qui est de dire, c'est un capital que vous avez, comme votre compte en banque, et il faut en prendre soin. C'est à vous de le faire prospérer, c'est votre responsabilité, ça vous regarde. Et en plus, on met tout à disposition, des salles de sport. Par exemple, ce matin, je lisais un article dans un site qui s'appelle D-Conversation. Ce sont des anciens chercheurs qui partagent des connaissances. Et ils disent qu'il y a une explosion de la participation dans les salles de sport. On a, je crois, plus de 6 millions de Français qui vont régulièrement à la salle. Et ils viennent fortifier leur corps. Et ils faisaient le lien avec... on a besoin de vraiment enrichir ce capital, se montrer fort. Enfin voilà, il y a vraiment un petit sujet à ce niveau-là. Donc tout serait réglé. Si vous faites de sport, là, si tous là, vous inscrivez, tous vous mangez bien, tout serait réglé. Alors je vais vous raconter une petite histoire, parce que là c'était une petite introduction. Alors je vous montre les protagonistes. Le premier protagoniste, c'est Carl Jung. Alors je ne sais pas si des gens connaissent Carl Jung dans la salle. Non ? Ouais, il y en a quelques-uns qui hochent la tête. Donc en fait, c'est un des grands médecins psychiatres du XXe siècle. Il a été élève, enfin pas élève, plutôt disciple, je ne sais pas comment on dit, de Freud. Je pense qu'il y a un certain nombre d'entre vous qui connaissent Sigmund Freud, c'est le découvreur de l'inconscient. Et lui, il est arrivé un peu plus jeune et il a commencé à être d'accord au départ avec Freud, et puis après de moins en moins. Et il a dit, en fait, dans la santé psychique, puisque c'est un psychiatre dans ce cas-là, il y a deux choses qui comptent. Il y a effectivement la personne et tout ce qui est autour d'elle, mais il y a également tout le collectif. Il parle d'inconscient collectif. Donc ça, c'est le premier protagoniste, c'est lui qui nous raconte cette histoire. Le deuxième, c'est Richard Wilhelm. Alors, je pense que pas grand monde le connaît. Moi-même, je l'ai découvert assez récemment. C'est ce qu'on appelle un sinologue. Un sinologue, c'est quelqu'un qui s'intéresse à la Chine. Donc, il est spécialiste et il est le premier traducteur en Occident d'un livre extrêmement important pour la culture chinoise. Et donc, à ce titre, il est allé en Chine pour bien comprendre cette culture. Parce que la façon de s'exprimer est différente de la nôtre, parce que les images sont différentes, le langage est différent. Enfin, c'est pas juste une question de traduction, c'est aussi une question d'imaginaire. Et donc l'histoire se passe en Chine. Donc lui est dans un village à ce moment-là en Chine pour faire ses traductions, comprendre. Et il y a une énorme sécheresse. Et le village, donc c'est des villageois, des campagnards, ils sont un peu démunis parce qu'ils ont beau faire tout ce qu'ils peuvent pour essayer de conserver les cultures, ça se dégrade de plus en plus. Et puis, alors je vous préviens, l'histoire est un peu surprenante pour des Occidentaux, mais elle est réelle. Et à un moment donné, il y a quelqu'un qui dit qu'il va falloir faire venir un faiseur de pluie. On n'a pas le choix. Là, on n'y arrive plus, on n'est plus capable. Bon, donc les villageois se cotisent. Il y a quelqu'un qui va chercher. Puis 2 semaines plus tard, il y a un papy qui arrive, tout édenté. Et il arrive dans le village et les villageois lui disent « Qu'est-ce que vous voulez ?» Il dit moi, je veux me mettre à l'extérieur du village, vous m'amenez à manger et vous ne me dérangez pas. Ok, très bien, c'est fait. 3 jours plus tard, il pleut. Et là, Richard Wilhelm est hyper surpris. Il dit, mais comment c'est possible ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Donc il va le voir et il lui demande, mais qu'est-ce que vous avez fait pour qu'il pleuve ? Et la vieille personne lui dit, mais en fait, je n'ai rien fait. En fait, quand je suis arrivée dans ce village, j'ai senti que ce village était complètement chaotique, que les relations n'étaient pas bonnes. Il n'était pas, alors
c'est un terme chinois, il n'était pas dans le Tao, c'est-à-dire ça manquait d'harmonie. Donc j'ai mis 3 jours à me remettre dans l'harmonie pour me reconnecter à ce qui se passe autour, à l'environnement, aux écosystèmes. Et donc l'écosystème est revenu dans ce qu'il doit faire, à savoir pleuvoir dans cette période-là. Donc c'est une petite histoire qui... donc l'histoire est vraie, hein, vous pouvez la trouver sur Internet. Elle a vraiment été racontée par Carl Jung, qui l'a beaucoup utilisée dans ses travaux. Et du coup, la question que je vais poser, et je vais essayer d'y répondre dans cette conférence qui va démarrer finalement que maintenant, c'est est-ce que la santé serait plus qu'un enjeu individuel ou une histoire de vitamine C? Est-ce qu'il y a quelque chose de plus? Qu'est-ce qui l'influence? Et finalement, de quoi on dépend pour être en bonne santé? Alors, je suis un peu médisante quand même en disant qu'on ne parle que de vitamine C et de sport. En France, enfin, pas qu'en France d'ailleurs, dans le monde occidental, à l'OMS, il y a quand même eu cette initiative, donc c'est important d'en parler, où on s'est quand même dit, ouais, ce n'est pas qu'une histoire d'alimentation et de sport, il y a peut-être quelque chose d'un peu plus important, un peu plus imbriqué, et c'est une initiative qui s'appelle One Health. Donc ça, c'est une première initiative qui est intéressante. Je vais en parler en 2 mots. Hein. En gros, qu'est-ce que ça nous dit? Ça nous dit qu'il y a un risque, alors le mot est un peu compliqué, éco-épidémiologique. Ça veut dire que les relations avec les animaux, les relations avec les écosystèmes, on se rend compte que ça nous génère des infections de plus en plus importantes. Vous vous rappelez de notre épisode Covid, enfin voilà, quelles que soient les thèses qui ont été prises, en tout cas, il y avait ce soupçon fort de l'animal, en tout cas, de la santé des écosystèmes, de la santé, notre santé, enfin, on a senti qu'il y avait un lien. Donc, il y a une initiative qui s'appelle One Health qui essaie de dire comment est-ce qu'on pourrait essayer de considérer ça ensemble et puis éviter cette hyper spécialisation qui est quand même la particularité de notre société, c'est-à-dire d'un côté des vétérinaires, de l'autre des médecins, de l'autre des agronomes. Personne ne se parle et chacun essaie de développer la santé à l'intérieur de son domaine, mais sans se préoccuper des liens. Donc là, on commence un petit peu en Occident, on commence à voir des choses, même si ce n'est pas du tout ce que votre médecin va vous dire, à voir des choses plus intégrées, plus systémiques. On se rend compte quand même que beaucoup des maladies infectieuses, le chiffre, je n'ai plus en tête, voilà, 60%, ils ont une origine animale, ça vaudrait le coup de regarder. Donc ça, c'est une première initiative qui a le mérite d'exister, qui ne couvre que la question de l'infection, c'est-à-dire des infections un peu particulières. Un deuxième terme, je ne sais pas si l'épigénétique, ça parle à quelqu'un. En fait, on a découvert, vous savez que depuis un bon moment, on essaie de craquer le génome, c'est-à-dire de se dire, finalement, est-ce que dans notre ADN, est-ce que vous, dans vos ADN, finalement, tout est écrit? Eh ben, il n'y a rien à faire, en fait, puisque tout sera écrit. Et pendant longtemps, on s'est dit que si on arrive à craquer l'ADN, alors on va y arriver à comprendre, à savoir qui va être malade, qui va avoir ci, qui va avoir ça. Et d'ailleurs, vous avez aujourd'hui des bilans de santé où vous allez aller, on va prendre votre ADN et on va vous dire, vous avez tant de chances d'avoir telle maladie, telle autre et telle autre. OK. Bon. Depuis un certain nombre d'années, il y a des chercheurs qui se sont dit ouais mais non en fait, c'est peut-être pas vraiment juste. Et ils ont développé une nouvelle discipline, si on peut dire, qui s'appelle l'épigénétique. Et qu'est-ce que ça nous dit l'épigénétique? C'est qu'en fait, alors le chiffre prête à caution parce qu'il y aurait plein de choses, mais enfin ce qui compte c'est que 5%. J'ai trouvé entre 2 et 5%, mais enfin en gros, ce qui est codé dans votre ADN, ça représente quasiment rien pour vous. C'est-à-dire, même si vous avez tout un tas d'ADN qui ont des maladies potentielles et autres, en fait, ce que ça nous dit, l'épigénétique, c'est qu'en fait, l'essentiel de notre ADN est ce qu'on appelle non codant, c'est-à-dire que finalement, ce n'est pas vraiment ce qui est dans votre ADN qui compte, c'est tout ce qui est autour, en fait. C'est notre environnement et nos comportements. Donc là, avec l'épigénétique, on commence à comprendre qu'en fait, c'est pas si simple que ça et notre vision très très mécanique de la santé et très mono-cause est peut-être pas si forcément juste que ça. Alors, en plus, ce qu'on sait de plus en plus, je ne sais pas si le terme de maladie de civilisation c'est quelque chose qui vous parle, mais on sait que de plus en plus, ce qu'on appelle les maladies de civilisation, donc qui sont liées à la façon avec laquelle on vit, donc toutes ces maladies, je ne veux pas passer trop de temps là-dessus parce que ce n'est pas le sujet de la conf nécessairement d'aller les décrire, mais elles sont quand même en augmentation. Donc là, si on se rappelle les slides un peu avant, il y a un truc quand même. Ça veut dire que on est de plus en plus, entre guillemets, malade avec certaines maladies qui n'existaient pas avant. Pourtant,
on a des technologies ultra développées, donc on a vraiment cette capacité à détecter chez un radiologue, voilà, on est très très bon là-dedans, et pourtant, on a cette augmentation qui est là. Donc là, il y a quand même un premier truc, il y a un paradoxe dans notre façon de concevoir la santé qui est quand même assez bizarre. Un autre chiffre qui est, là je parlais, on va dire de santé, on va dire physique, hein, même si, bon, à un moment donné, ça tape un peu sur le système. Mais enfin, bon, on parle de choses très physiques, hein, très matérielles, dans lesquelles on va faire des opérations, on va faire des choses comme ça. Mais on a également beaucoup ce qu'on appelle des pathologies sociales. Hein. J'ai repris un peu un petit, ce qu'on appelle les tracts Gallimard, quoi. Donc, un chiffre, hein, j'en ai pris un seul, mais j'aurais pu en prendre plein d'autres, c'est le nombre de burn-out qui augmente de plus en plus. Donc, dans les organisations, et puis moi, je travaille beaucoup dans différentes organisations, et je vois qu'il y a une augmentation. Hein. On voit qu'il y a une souffrance dans la façon de travailler, dans la façon de s'organiser, elle est réelle en fait. Hein. Et les médecins du travail, même si leur place est moins importante aujourd'hui, mais ils ont quand même pas mal de taf et beaucoup de choses à traiter. Voilà, et tout ça dans ce contexte où on est super bon à avoir des applications, où on a des techniques absolument incroyables pour arriver à analyser un corps, à arriver à comprendre la moindre tumeur ou la moindre soupçon de tumeur. Donc on est très avancé et pourtant on a vraiment du mal à inverser cette courbe. Et il n'y en a pas une seule qui descend, quoi. Alors du coup, je me suis posé la question, et puis je vais vous emmener en voyage pendant quelques instants. Moi, quand j'étais en 2016, je travaillais déjà beaucoup sur les collectifs, et cette question de la santé, c'est vraiment un truc, je me disais, mais comment c'est possible, en fait, que ces courbes, elles se croisent pas, enfin, il y a un sujet. Et alors à l'époque, donc c'était en 2016, donc ça commence un peu à dater. Moi, mon sujet, c'était vraiment, comme je l'ai dit au début, donc je vais revenir à mon début, c'était la santé du collectif. Donc, ok, le hasard m'a mis en contact avec quelqu'un, le truc vraiment ce qu'on appelle la sérendipité totale, c'est-à-dire je me suis retrouvée dans un bar à quelqu'un à côté qui m'entendait parler de sujets d'intelligence collective et qui m'a proposé un voyage. Alors, où ça? Alors, en Équateur. Donc, on est vraiment de l'autre côté de l'Atlantique, hein, même du côté Pacifique. Et je suis allée chez un peuple qui s'appelle les Sarayaku. C'est un peuple qui vit dans l'Amazonie, donc dans la partie dans l'Équateur, donc dans le pays de l'Équateur. Hein. Il y a 3 zones. Il y a une zone près de la mer, il y a une zone près de la montagne et il y a une zone dans la forêt. Eux vivent dans la forêt amazonienne. C'est un peuple qui est assez connu là-bas. Pourquoi? Parce qu'en 1992, ils ont fait ce qu'on appelle la marche interamérique, c'est-à-dire que c'est les peuples, ce qu'on appelle les peuples racines, je vais vous en parler après, qui ont réclamé des droits sur leurs terres parce que les pétroliers les prenaient. Et ce peuple, c'est un peuple qui est vraiment extrêmement avancé dans la lutte, dans la façon d'interagir avec nos sociétés à nous. Alors donc on est allé dans ce peuple. Alors pour vous montrer, hein, c'est peut-être un peuple racine, mais ça ne les empêche pas d'avoir quand même un accès à de la technologie très poussée. Et on était un groupe, je passe les photos, voilà. Donc on est un groupe, on part faire ce truc. Moi, je m'intéresse au collectif. La personne qui est à côté est une médecin. Elle s'intéresse à la médecine. Un derrière, il est architecte. Il s'intéresse à l'habitat. Un autre est artiste. Il s'intéresse à l'art. L'avocat s'intéresse aux questions de gouvernance, de droit, de comment les gens sont pénalisés quand ils agissent mal. Et une autre personne s'intéresse à la question de comment ils échangent des biens, comment ça marche tout ça. Et donc on arrive là-bas, on arrive sur place. Évidemment, la première chose que moi je demande, c'est quoi mon programme? Moi, j'ai pris le programme Intelligence collective. Alors, ok, chacun dit, et moi, je fais quoi? Et là, ils rigolent en nous disant, mais attendez, on n'a pas mis un programme Intelligence collective. En fait, ni médecine, ni vous êtes tous dans le même groupe et vous allez tous passer par toutes les étapes parce que tout est relié. On ne pense pas à la médecine différemment de l'habitat, différemment de l'éducation, différemment de la nourriture, différemment de la pharmacopée. Enfin, tout est pensé et voilà, et même de la politique et qui a le pouvoir, comment on passe le pouvoir. Et là, moi, ça m'a un peu surpris parce que donc, je me suis retrouvée toute la semaine à faire une journée sur des plantes, donc à essayer de comprendre en botanique ce qui s'y passait. J'étais au niveau 0 à ce moment-là, à comprendre le système policier, le système juridique, à comprendre la gouvernance. Bon, ça, c'était mon sujet, donc là, j'étais contente. On parlait de mon sujet. Et voilà, petit à petit, ils nous ont amenés. Alors, ça a été un sacré choc parce que
c'était vraiment un point de départ de quelque chose pour moi, parce que je me suis rendu compte qu'en fait, notre façon de tout découper était vraiment... il y avait peut-être quelque chose qui n'allait pas dans la façon de le faire. Et en plus, ça faisait écho à... en 2016, je faisais des interventions dans des projets et je me rendais compte que la façon de penser, elle se limitait vraiment à... Il y a comme une forme de plafond de verre, en fait. J'essayais des recettes qui, à un moment donné, trouvaient leurs limites, parce qu'en fait, c'était un mode de pensée très découpé, très mécaniste qui les avait donnés. Et du coup, moi, je me suis vraiment intéressée à cette question de la santé. Je ne suis pas la seule, et d'ailleurs, cette personne m'a beaucoup inspirée dans cette présentation. C'est une journaliste qui a fait ce travail de se dire, est-ce que, alors ce qu'on appelle les peuples racines, donc les Sarayaku, je vais donner quelques infos sur qui sont ces gens, en fait, ce qu'on appelle les peuples racines, autochtones, des fois de façon méprisante, certains disent des primitifs. On verra que c'est juste pas vraiment du tout le cas. Et cette personne, elle a un peu creusé sur finalement qu'est-ce qu'ils auraient à nous dire sur notre santé, sur nos dérèglements, vous vous rappelez de la courbe, et qu'est-ce qu'on pourrait apprendre d'eux sur ce sujet. Donc elle, c'est une journaliste qui a vraiment... alors la photo, elle n'est pas d'une terrible qualité, j'ai dû compresser, sinon c'était trop gros, mais voilà, c'est extrêmement fouillé, c'est très dense, et cette personne a vraiment fait un travail extraordinaire. Alors, les peuples racines ou les natifs, je ne sais pas si vous connaissez, donc en gros, c'est entre 350 et 400 millions de la population dans le monde. Et c'est grosso modo 5-6% des personnes. Donc, c'est pas beaucoup. Ils sont un peu partout. Alors là, je fais un peu ma généraliste en disant les peuples racines. Il y en a plein de différents. Ils ont des gros points communs, mais ils ont aussi des grosses différences. Quand vous habitez l'Amazonie ou vous êtes un Sami en Europe du Nord, c'est pas du tout la même chose. Vous vivez pas du tout la même chose. Donc c'est 5-6% de la population mondiale. Et ils ont comme tâche, et c'est là où, quand je dis comme tâche, ils se retrouvent à gérer 80% de la biodiversité sur Terre. Donc, tout petit nombre de gens, probablement pas les mieux considérés au monde, et pourtant, c'est eux qui ont en charge la plus grosse partie de la biodiversité. Et vous vous rappelez mes slides précédents, on sait qu'il y a un lien entre notre santé et la santé des écosystèmes. Donc, ils ont une très lourde et très grosse responsabilité vis-à-vis de ça. Et voilà. Et ces 80% de biodiversité, c'est moins d'un quart de la surface. Alors, je vous ai mis en photo, toujours aussi de mauvaise qualité, désolé pour les compressions, mais on sait de plus en plus en Occident qu'on a à apprendre d'eux. Aujourd'hui, il y a même une revue qui est sortie, qui s'appelle Natives, qui essaie de comprendre en fait finalement comment eux, ils abordent le monde et comment ça vient nous percuter dans notre façon de l'aborder. Et donc forcément la question de la santé. Alors pour la petite histoire, vous savez que quand Christophe Colomb a découvert l'Amérique, donc il y a plein d'Européens qui sont arrivés, et puis on a été ce qu'on appelle des conquistadors, en tout cas en Espagne, mais pas que. Et on est arrivé quand même avec la sûreté absolue de se dire, quand même, nous, on est quand même un peu supérieurs, quoi. Alors, à l'époque des conquistadors, et d'ailleurs eux-mêmes l'ont reconnu, quand leur méthode d'hygiène publique, ce qu'ils ont découvert en termes de santé, d'hygiène publique, de préservation de la nourriture, était déjà très très loin au-dessus de ce qu'on était capable de faire, nous, en Europe. Donc il y avait déjà un énorme décalage, et pourtant sans technologie très poussée. Et aujourd'hui, les études de pharmacologie, ce qu'on appelle l'ethnopharmacologie, elles valident, parce que ces gens se soignent avec des plantes, ils n'ont pas de laboratoire pharmaceutique comme nous on a aujourd'hui, mais ils se soignent essentiellement dans les plantes, pas essentiellement, ils se soignent avec des plantes, et aujourd'hui il y a plus de 75% des études qui ont validé que c'était vraiment efficient. Donc il y a une vraie connaissance, ils ont une vraie sur les maladies, ils ont vraiment quelque chose de très pointu. Petit aparté dans les Sarayaku, le peuple où je suis allée en Équateur, en fait, ils ont, quand on arrive dans le village, il y a un endroit qui s'appelle Jardin botanique, et c'est là où le guérisseur, donc le chaman en l'occurrence, va venir chercher et va prescrire. Voilà, on ne met pas sa carte vitale, mais enfin, il y a quelque chose de cet ordre-là. Eux, justement, ont vraiment cette vision, mais complètement interconnectée de la santé.
Donc très différentes, et c'est là où ce point, c'est vraiment le point clé, j'allais dire, de ce que j'espère vous partager, vous faire passer. C'est pour eux, ils considèrent que les humains, on est non seulement nous-mêmes, on est constitués de cellules, mais que les humains font partie d'un grand corps vivant. On n'est pas séparés, ni les uns ni des autres, et ni même des écosystèmes, et ce qu'ils appellent les plus qu'humains, c'est-à-dire les plantes, les végétaux, en fait, tout ce qui nous entoure. Et qu'en fait, il y a une codépendance entre la santé de ces écosystèmes, donc nous, on commence à le comprendre avec One Health, et avec ma santé à moi, votre santé à vous. Vous ne pouvez pas être en bonne santé tout seul dans votre coin et que tout autour, ça soit complètement chaotique et sans santé. Donc il y a vraiment un enjeu pour eux de dire tout est lié et relié. Et donc, et on le verra par la suite, je ne peux pas ne pas prendre soin de ce qui est autour de moi. Parce qu'à un moment ou à un autre, c'est moi qui vais tomber malade de ça. Donc c'est vraiment cette question de la pathologie, elle vient pas que de mes pratiques, pas que du fait que je fasse du sport et que je mange bien, ça vient aussi de tout ce qui est autour de moi. Et quelque part, ce qu'ils disent, c'est que la santé, finalement, c'est un indicateur plus qu'autre chose en fait. Si je suis en bonne santé, ça veut dire que finalement l'écosystème dans lequel je suis insérée, il est pas trop mal, en fait, ça se passe pas trop mal. En revanche, quand il y a quelque chose qui bascule chez moi, ça vient indiquer quelque chose. Donc c'est pas tellement comme nous où on a cette notion de capital santé qu'il faut préserver, ce que je disais un petit peu au début. C'est plus comment c'est un indicateur qui va me dire qu'il y a quelque chose à faire. Et donc, en fait, pour eux, un individu, vous, moi, tous, on est, alors bon, c'est le mot, pour eux, clan, peut-être pour vous, ça ne parlera pas, mais bon, enfin, votre groupe, on va dire. En fait, on est dans une espèce de trame de reliance et de relation. C'est-à-dire l'individu, il s'insère dans un groupe, qui s'insère dans une nation, et nous-mêmes, on s'insère dans tous les vivants, et plus globalement, on s'insère dans le monde. Donc il y a vraiment, on n'est pas, vraiment, on est vraiment à l'opposé de cette vision coupée qu'on a nous. Et ça, c'est une phrase alors qui est que partage Frederica Fanningen, la journaliste. Je crois que ce sont des Sioux, je suis pas sûre, qui dit ça. C'est la santé de l'homme est indissociable de la santé du monde. Donc il y a vraiment pour eux, et quand on va analyser ce qui se passe, et je vais en parler un peu après, on va aller chercher à quel endroit il y a quelque chose qui ne va pas en fait. Et on ne va pas juste personnaliser les choses. Donc, mais alors qu'est-ce que ça veut dire quand même pour eux ? Ça ne veut pas dire que tout ce qui se passe en moi, ce n'est pas de mon problème. Non, c'est plus subtil que ça. Ce qu'ils disent en gros, quand on est malade, c'est une responsabilité personnelle. C'est-à-dire que c'est bien moi qui suis malade, mais ça n'est pas individualiste, c'est pas démerde-toi. C'est vraiment, ok, tu as la maladie, comment on va traiter cette question-là ? Et du coup, dans ces peuples, chacun est conscient de ce qui se passe à travers lui ou elle, c'est le signe d'une disharmonie. C'est-à-dire que moi, si j'exprime une maladie, c'est qu'il y a une disharmonie, quelque part, là. Donc, alors, le mot est un peu surprenant, ça impacte, mais aussi ça profite à tout le monde. Parce que si je suis malade, ça veut dire que je suis en train de montrer quelque chose. Et que du coup, c'est pas, encore une fois, va chez le médecin. Non, c'est pourquoi tu es malade et dans quoi ça s'insère. Qu'est-ce que tu es en train de nous dire ? Et là où c'est vraiment différent de nous, c'est donc l'individu qui subit ce que je viens de dire, le déséquilibre, est un élément d'information. Donc on s'y intéresse, et au lieu de dire reste chez toi, viens pas nous contaminer, là, au contraire, il devient le centre de l'attention. En fait, tout le monde va s'occuper de lui. Donc exactement l'inverse de ce que nous on fait. Nous, on va plutôt éloigner les gens, on va les mettre dans des pièces et on va se dire oula. Et voilà, et en plus nous on doit dire mais gère ta maladie, bats-toi. Enfin voilà, ça va plus être ce discours-là. Eux, ça va vraiment être l'inverse. Et du coup, c'est vraiment un sujet collectif et systémique, la santé. Vraiment, on est vraiment dans ce... Voilà, et c'est... Alors, l'image, elle vaut ce qu'elle vaut, je l'ai trouvée sur Internet. Mais en gros, chaque personne va finalement être un reflet de quelque chose du système. Et c'est ça qu'on va essayer de soigner. Donc, du coup, pour eux, et pour, comment dire, leur vision en plus par rapport à nous, c'est quand j'ai une maladie, c'est que c'est un sujet de relation. Il y a une relation qui ne va pas entre individus, dans mon groupe. Ça peut être moi avec moi. Je peux être en conflit avec moi. Je peux être en conflit avec des gens. Je peux avoir une attitude prédatrice vis-à-vis de mon environnement. Une autre petite anecdote que je vous raconte. Chez les Sarayaku, ils font une fête tous les ans, ce qu'on appelle la fête de la forêt.
Et en fait, ils avaient pour habitude, donc ils chassent pour se nourrir, et ils avaient l'habitude de tous les ans aller chasser des animaux pour faire cette fête, quoi, en fait, tout bêtement. Et puis ils se sont rendus compte que le nombre d'animaux commençait un peu à tomber, et ils se sont rendus compte qu'ils étaient, à cause de cette fête, en train de trop impacter la forêt. Donc ils ont décidé de faire passer à tous les 2 ans pour amoindrir l'impact. Donc voilà, c'est vraiment ce sujet de je suis toujours en relation et j'essaie de voir comment j'ajuste le comportement. Et selon eux, et ce que beaucoup de gens qui s'intéressent à ce sujet-là, dont Frederica Fonningen, c'est que nos maladies de relation, en fait, les maladies de relation, c'est nos maladies de civilisation. C'est comment on s'est coupé de plein de choses et comment on est de plus en plus malade de cette coupure. Alors, un point important, quand on leur demande, mais du coup, finalement, nous, parce que peut-être vous l'entendez souvent, ouais, l'être humain, on n'est pas bien, on fait plein de choses qu'on fait mal et tout ça, donc on a un peu cette notion de, finalement, il y a même certaines personnes qui vont dire, sans être humain, ça se passerait mieux, quoi. Bon, je ne suis pas d'accord. Pour eux, le rôle de l'être humain, c'est de prendre soin. On a un rôle particulier par rapport au monde, à l'écosystème, aux plantes, aux animaux. C'est notre rôle d'évoluer à nous, êtres humains, avec toutes les capacités qu'on a. C'est finalement, notre rôle, c'est de créer les conditions qui permettent à l'autre de prendre soin de lui et de son groupe. Donc c'est pour eux, c'est vraiment une nécessité vitale, c'est primordial avant tout. C'est comment en fait on va faire pour prendre soin du vivant et prendre soin. Là c'est une photo, alors je ne suis pas très forte en photo, vous l'aurez compris, mais c'est par exemple ça c'est une photo que j'ai prise quand j'y étais. Quand il y a des soucis, quand il y a des problèmes, quand il y a des gens qui ne vont pas bien, on se réunit et on en parle ensemble et les gens prennent le temps de le faire parce que pour eux c'est vital. Ils savent que de leur survie et de leur santé dépendent cette prise de soin, quoi, si je peux dire. Et donc, du coup, finalement, guérir, c'est retrouver sa place au sein d'un réseau plus large. C'est d'arriver à tisser des liens, à retisser des liens. Et d'ailleurs, le chaman, donc c'est les médecins locaux, ça s'appelle des chamans, rien de magique là-dessus, c'est les guérisseurs. Leur boulot, souvent, c'est de recréer le lien avec la personne qui vient amener un symptôme. Et d'ailleurs, les Lakota, donc les Lakota, c'est un peuple amérindien d'Amérique du Sud, qui dit le mot santé, la traduction littérale du mot santé pour eux, c'est un homme en équilibre à l'intérieur, quoi. Donc, ils ne se contentent pas du corps, c'est aussi la question de... c'est la personne dans toute son intégralité. La santé, c'est aussi bien ma santé psychique que ma santé physique. Et quand on veut guérir, d'ailleurs quand on va chez le chaman, quand on va guérir, ce qu'il va nous demander, c'est est-ce que tu as vraiment envie de changer ? Parce que guérir, c'est pas prendre un Doliprane ou c'est pas prendre un médicament qui va enlever finalement le message. Vous vous rappelez tout à l'heure de ce que je vous disais, c'est-à-dire que la personne qui est malade, c'est un message. Alors soit on fait taire le message, ce qui est possible, ou alors on se dit mais qu'est-ce qu'il a à dire et qu'est-ce qu'il faut changer pour qu'on arrive à soigner cette personne. Et donc c'est une des premières questions qu'on leur pose, c'est est-ce que tu es OK de changer ? Est-ce que tu as envie de changer ? Et du coup, la guérison, si on peut dire, c'est je vais me réorganiser intérieurement, c'est-à-dire je vais me réorganiser dans ma façon d'interagir avec mes voisins, ma famille, ma société, mon entreprise, voilà, c'est vraiment ça. Et c'est pas un sujet statistique. Alors pourquoi j'ai dit ça ? C'est que nous, c'est statistique. Nous, on dit, t'as ça, t'as 70% de chances de guérir. T'as ça, là, c'est mal barré quand même. Donc nous, voilà, et on ne va pas considérer la personne dans son individualité, on va la mettre dans une case et on va lui dire, voilà tes chances en fait. Si je devais résumer la définition de la santé pour ces peuples-là, en gros, c'est être en bonne santé, c'est travailler l'équilibre qui traverse la nature et qui nous traverse. Donc c'est vraiment un enjeu d'équilibre. Comment je fais pour être en équilibre ? Donc quelque part, c'est être en accord avec le vivant. Voilà, il y a vraiment cette notion d'être en accord avec ça. Et finalement, pour eux, c'est pas le but de pas du tout être malade en fait, parce que c'est pas possible. On sera tous malades une fois au moins dans sa vie. Et la question, c'est pas comme nous. Nous, on a quelque chose de très anxiogène dans la prévention. C'est faut pas faire ci, faut pas fumer, faut pas ci. Et donc du coup, en fait, quand on fait ça, nous, on parle de maladie, on en reparle et on en reparle. J'imagine quand vous voyez un article qui arrive sur Insta, sur ce que vous voulez, et que vous voyez ces trucs-là, il y a toujours un petit moment anxiogène. Sauf si vous êtes très très zen. Mais moi, chaque fois que je vois ce genre d'article, ça me crispe un petit peu. Explosion du nombre de cancers, explosion du nombre de ci, et on se dit aïe aïe aïe, j'espère que ça va pas me tomber dessus. Donc il y a vraiment, nous, c'est vraiment ce truc.
un truc qui nous tomberait, la faute à pas de chance, quoi. Eux, c'est pas ce qu'ils disent. Eux, ils disent en fait, tu vas tomber malade. La question, c'est comment tu te remets en équilibre quand tu es malade. Donc, comment je travaille ton terrain, comment tu vas faire en sorte de soigner ça et pas d'être obsédé par cette prévention. Et les clés qu'ils donnent, et puis après, je vous parlerai d'un autre sujet qui est assez surprenant aussi. Les clés qu'ils donnent pour développer la santé, c'est... alors, je ne les ai pas toutes mises parce que ça serait un peu long. Mais en gros, et c'est assez surprenant parce que c'est clairement pas ce qu'un médecin va vous dire, mais c'est comment je développe une capacité d'attention. Vous vous rappelez ça? Voilà, c'est comment j'arrive à avoir une attention à ce qui se passe là, à ce qui se passe là, à ce qui se passe là, à plein d'endroits différents. Et du coup, il y a vraiment du temps qui est consacré à ça, à développer ce qu'ils appellent l'intelligence perceptive. C'est probablement une intelligence qui nous manque à nous. On a une intelligence rationnelle, analytique, bon, de plus en plus synthétique, mais on a quand même beaucoup de mal avec cette capacité d'attention, à sentir quand l'ambiance a changé, à sentir quand il s'est passé quelque chose. Donc voilà, et cette intelligence perceptive, elle permet, au fur et à mesure, vous avez déjà été dans une réunion ou dans un cours, où vous sentez que l'énergie, elle change au fur et à mesure, voilà, cette question de comment je développe cette attention et comment je suis capable de voir les variations et comment, in fine, si je ne les traite pas, ça va venir m'impacter dans ma santé, dans la santé du groupe. Ils ont beaucoup conscience d'être en relation, donc c'est vraiment, finalement... Là, je reviens un peu sur un sujet que je pratique tous les jours. Dans les collectifs, souvent, les gens perdent de vue qu'en fait, tout ce qu'ils font a un impact sur les autres. On n'est pas tout seul dans son coin. Et donc, on va faire des choses. Et je ne parle même pas de choses presque de projets. Je parle de façon de faire, de façon d'interagir. Ça va avoir un impact. Et ces peuples-là, ils ont vraiment cette conscience qu'en fait, on est toujours en relation, on est toujours en train de s'impacter les uns les autres. Et puis, cette notion aussi d'occuper sa juste place, je l'ai gardée. Ça veut dire quoi? Nous, on a tendance à dire qu'il faut toujours être en premier, il faut toujours prendre la place, il y a un petit côté où on force un peu la main. Eux, ils ont un peu plus cette question de la justesse, qui est d'arriver à se retrouver dans le bon endroit. Et c'est ça qui nous met dans une forme d'équilibre et en santé. Alors, je voulais prendre un petit... Ah, désolé, j'ai fait petit déplacement, mais je voulais prendre un exemple sur les collectifs. C'est vraiment... Donc ça, c'est une roue qu'on appelle... ça fait partie de la roue des natifs. Eux, en gros, quand ils font des projets, quand ils lancent des activités, donc ça va être construire une maison, je sais pas, un nouveau champ, voilà, enfin, toutes les activités, acheter un avion, comme on l'a vu, les Sarayaku, ils ont acheté un avion en se cotisant, en vendant des choses. Ils ont toujours ce qu'on appelle Alors, il y a un temps productif, c'est un temps où on va essayer de faire germer l'idée, où on va agir, on va concrétiser, voilà. Donc là, on est dans l'action. Ça, en général, nous, on connaît hyper bien. Et il y a un moment donné où on va passer dans un temps dit non productif. Parce qu'une fois qu'on a fait un projet, souvent, on est épuisé. Enfin, je ne sais pas vous, mais quand on est dans une entreprise, je ne sais pas s'il y a des alternants. Oui, voilà, si vous êtes alternant. Souvent, dans les entreprises, on fait un projet, boum, il est à peine fini, on en recommence un deuxième. Et donc, on enchaîne et on épuise de plus en plus les équipes. Et ça fait beaucoup des choses comme ça. Eux, ils se disent, non, il y a un moment donné, on arrête et on va essayer de ce qu'ils appellent sédimenter, essayer de prendre du recul, se dire. Et ils partagent leur temps. Alors, grosso modo, c'est une roue, c'est un schéma, mais grosso modo, la moitié du temps, j'agis, la moitié du temps, je n'agis pas. Et je vais digérer ce qui s'est passé. Nous, c'est complètement l'opposé. En gros, ça, c'est le temps de repos. Donc, nous, c'est quoi? Ça, c'est je rentre chez moi et c'est mes vacances. Donc en gros, je vais me reposer quelque part. Il y a un peu cette idée que le travail, ça use la santé. D'ailleurs, il y a une chanson qui dit ça. Donc j'ai un capital, on revient toujours à cette notion-là. Donc nous, on a cette notion de se dire, le moment où tu te reposes, c'est la nuit, c'est chez toi. Et les congés payés, pour la petite histoire, en fait, ont été accordés. Ok, il y a eu des luttes sociales, mais une des raisons qui ont fait que on a accordé ça, c'est que les patrons de l'époque ont compris qu'ils usaient la santé des gens et qu'il fallait quelque part entretenir le capital. Et donc les congés payés, ça a été aussi cette idée-là. Bien sûr, c'était une avancée évidente pour nous, mais c'était aussi cette idée de pas trop endommager, parce qu'on savait que le travail, dans la façon avec laquelle on le concevait, endommage la santé. Et nous, en fait, finalement, on est vraiment à avoir ce temps de repos et on est toujours, alors je l'ai mis un peu en rouge, on est toujours dans l'action.
Donc il y a vraiment quelque chose où on agit en permanence, quel que soit l'impact sur ma santé, d'où les burn-out, quel que soit l'impact sur mon physique, d'où les maladies, et quel que soit l'impact sur les autres. Et voilà, il y a quelque chose d'un peu forcé dans notre façon de faire. Et d'ailleurs, aujourd'hui, encore une fois, et là c'est vraiment mon sujet, sur la question du collectif, pour moi, c'est vraiment ma vision que nos collectifs sont le reflet de notre mode de pensée. Donc en fait, on pousse les choses à l'extrême et on considère que ça n'est pas vivant. Et donc on endommage la santé. Et on a dans notre activité quotidienne, et je suis sûre que vous êtes tous concernés, aussi bien les gens qui sont profs, enfin toutes les gens qui sont dans cette salle, et c'est aujourd'hui là où on en est, on n'a aucun temps, ou très peu, pour prendre soin et vivre ces moments qui sont dits non productifs. Nous, ça ne fait pas partie de notre schéma, c'est pas comme ça qu'on le pense. Nous, on est là. Alors qu'eux, ils consacrent vraiment du temps. Et ça, forcément, ce sujet fait que ça va sur la santé, forcément, ça va avoir un impact à un moment ou à un autre. Il y a un moment ou un autre, ça va décrocher. Et avant j'ai une dernière histoire à vous raconter, et puis qui est peut-être pour vous montrer aussi à quel point ça va loin, leur façon de penser. Donc là, je vous emmène à un autre endroit, je vous emmène en Colombie, mais je vous emmène dans la Drône tout de suite après. Alors, en Colombie, donc pas très loin de l'équateur, donc on est vraiment, parce qu'il y a la forêt amazonienne qui passe comme ça. Il y a un peuple qui s'appelle les Kogi. Je ne sais pas si quelqu'un en a entendu parler. En tout cas, ils sont très connus pour les gens qui s'intéressent à ça, parce qu'ils viennent nous voir. Les autres viennent un peu moins nous voir, on va dire. Et il y a quelqu'un qui s'appelle Éric Julien qui a eu un accident sur une des montagnes colombiennes. Il a voulu faire le malin en montagne, il a eu un œdème pulmonaire, et puis ils l'ont sauvé. Ils ont pris sur eux, ils l'ont mis sur l'épaule, et boum, ils l'ont sauvé. Il leur a dit, mais finalement, qu'est-ce que je peux faire pour vous ? Et ce qu'ils lui ont dit, tu pourrais nous aider à récupérer les terres que les industries pétrolières nous ont volées. Donc il a dit, ok, d'accord, je fais ça. Et donc il a créé des liens entre la France et donc nous, en fait, en gros. Et si vous avez envie de donner, vous donnez un peu d'argent et ça les aide à racheter leurs terres. Et c'est des gens qui ont ce qu'on appelle une vision très, très holistique. Ils sont capables de faire des choses assez extraordinaires, et je vais vous les raconter maintenant. Donc en fait, ils sont venus un jour à la demande d'Éric Julien et d'une vingtaine de scientifiques dans un territoire qui s'appelle le Diois. Alors c'est dans la Drôme. Alors j'ai mis la carte parce que moi-même je suis pas hyper forte en géographie, donc je vous l'ai mis là. Donc comme ça vous pourrez voir. Donc c'est un territoire. Si vous regardez sur internet, c'est très c'est très peu industrialisé. C'est des villages, c'est beaucoup de choses naturelles, mais c'est un territoire qui est un peu en souffrance. Et donc on a fait venir 3 personnes, ils ont fait venir 3 personnes, donc 2 hommes et une femme. Alors paradoxalement, les hommes s'appellent des mamas et les femmes s'appellent des sagas. Donc en gros, c'est on va dire des sages spécialistes de la santé territoriale. Donc on revient un peu au sujet de tout à l'heure. Et donc ils sont venus analyser, donc là c'est encore une fois les photos toujours pas terribles, mais là Éric Julien, donc ils sont là tous les 3. Et en fait, il y avait une vingtaine de scientifiques. Alors, des agronomes, des géologues, des botanistes, tout ce que vous pouvez imaginer que nous, on est capable de fournir. Donc, tout le monde avec sa spécialité. Donc, juste en termes de chiffres, pour faire le même travail, il y a 3 personnes d'un côté et 20 de l'autre. Donc, ça donne une petite idée de notre découpage. Donc, les voilà. Les femmes s'occupent plutôt de l'eau, de la santé de l'eau d'un territoire, et pour une terre, c'est extrêmement important d'avoir l'eau qui est bien irriguée. Et les hommes s'occupent plus de la botanique et plus de la géologie, de ce qui se passe autour. Donc, vous voyez, ils sont en train... on voit rien, mais en fait, là, il est sur une carte, et il est en train d'essayer d'analyser. Donc, vous avez 3 personnes qui ne sont jamais venues dans le territoire, qui arrivent et qui doivent fournir un diagnostic de santé territoriale. Et donc, ils ont analysé le territoire, et c'est complètement bluffant, en très peu de temps. Ils en ont compris les grandes fragilités et les grandes difficultés. Ils ont même su lire que le territoire, il y a plus de 300 ans, avait eu une surpopulation qui avait fait s'écrouler des pans de montagne, que l'eau avait été dérivée pour des champs et du coup avait asséché toute une partie. Ils ont su voir qu'il y avait des espèces qui n'étaient pas endémiques, c'est-à-dire qu'on avait ramené ce qu'on appelle des pins d'Autriche, si ma mémoire est bonne, qui n'étaient pas du tout adaptés dans le local et qui ont acidifié le sol. Et du coup, c'est pour ça que le territoire est de plus en plus malade et a vraiment des grosses difficultés. Et
tout ça a été validé par petits bouts. Il a fallu un certain temps à tous les scientifiques pour arriver à voir que, ouais, c'est vrai ce qu'ils disent. On arrive à reconstituer ça. Et forcément, à un moment donné, ça a un impact sur les gens, ça a un impact sur ce qui pousse, ça a un impact sur la santé. Enfin, vous voyez, je pense que vous me voyez à force de que je vous répète ça. Il y a toute une chaîne qui s'est faite et qui fait que là, il faut qu'on traite le territoire. Sinon, le reste ne pourra pas suivre, en fait. Donc voilà, donc ils ont réussi. Donc là, il y a un livre, si quelqu'un est intéressé, on ne sait jamais. Voilà, le livre s'appelle Le chemin des pierres qui parlent. Et c'est vraiment toute cette aventure qui s'est passée il y a 2-3 ans, ou peut-être 5 ans, c'était avant le Covid, sur cette analyse. Et ça a tellement bluffé de gens que finalement, on les a fait revenir. Ils sont revenus parce qu'on a ce sujet de l'eau. Cet été, ça ne vous aura pas échappé qu'il y a ce sujet, que voilà, ça pose des inquiétudes pour pas mal de gens. Et donc, on les a fait revenir à nouveau. Et là, on leur a demandé de diagnostiquer le Rhône, donc sur plusieurs endroits. Alors, j'ai plus en tête sur la carte, mais je crois qu'ils allaient de Chamonix, puis ça descendait tout en bas, pour essayer d'analyser un peu qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on a déstabilisé, comment les écosystèmes ou pas sont en santé là-dessus. Donc ça, j'ai pas le retour. Il y a eu 3 conférences, mais j'ai pas réussi à en attraper une seule, où ils ont pu partager, en fait, quelque part, tout ce qu'ils ont vécu et comment cette santé territoriale avait un impact avec les autres santé. Je voudrais terminer, je vois qu'il est 47, je voudrais terminer en disant, j'espère que je vous ai montré que la santé, c'était pas juste prendre des médicaments, c'est pas juste se faire enlever quelque chose, c'est quelque chose qui est vraiment très interconnecté. À mon avis, ils sont en avance sur nous à ce niveau-là. Il y a vraiment quelque chose à apprendre. Nous, on a une vision très parcellaire, il y a plein de choses qu'on ignore. Quand votre médecin ne sait pas ce que vous avez, il vous dit « ouais, mais c'est dans la tête ». Eux, ils ne disent pas « c'est dans la tête ». Ils disent « tu as quelque chose, on va le traiter ». Donc, il y a vraiment quelque chose qui semble, à mon sens, où on a, et qui nous impacte tous personnellement, parce que je pense que personne dans la salle a envie d'être en mauvaise santé. Enfin, c'est vraiment quelque chose qui est absolument clé pour tout le reste, en fait. D'ailleurs, je me demande si ce n'est pas une des choses les plus importantes dont on doit prendre soin. Et du coup, vous savez, quand vous allez rentrer dans le monde du travail, pour ceux qui le sont déjà, souvent quand on analyse un projet, en fait, qu'est-ce qu'on dit? On va prendre un fichier Excel, on va regarder que ça rapporte, c'est le critère premier, c'est le ROI. Est-ce que mon truc est rentable? Et souvent, ironiquement, je dis aux gens, donnez-moi un fichier Excel, je vous mets 20% dans tout ce que vous voulez, c'est hyper facile. C'est hyper facile de faire un business plan et d'aller dire, ça va gagner 20%, de toute façon, je peux dire ce que je veux, qui va aller contrôler ce que je fais? Et est-ce que c'est un bon critère? Et de plus en plus, je me dis, un peu comme Olivier Amand. Donc Olivier Amand, c'est quelqu'un dans le biomimétisme qui est très connu, qui s'intéresse beaucoup à la question de la robustesse plus que de la performance. C'est comment on est robuste, et la santé, finalement, c'est être robuste. C'est avoir des maladies, mais être capable de se guérir. Et ce qu'il propose, dans pareil, le petit tract Gallimard, donc dans son titre, Antidote au culte de la performance, la robustesse du vivant, ce qu'il propose, c'est de prendre la santé comme étant, alors la santé personnelle, si j'ai un projet qui abîme votre santé, qui abîme votre écosystème, qui abîme les plantes, qui abîme notre espace de vie, en fait, on ne doit pas le faire. Et lui, il propose vraiment cette idée de dire, si on veut conserver cette robustesse et tous les enjeux de transition auxquels on est confronté, peut-être c'est quelque chose qui doit devenir le ou les critères principaux avant de démarrer un projet. Et si un projet dégrade ça, alors dégrade la santé, quelle qu'elle soit, alors on a peut-être un sujet là-dessus de ne pas le lancer, ou en tout cas de le reconfigurer. Je crois que j'en ai fini. Merci beaucoup, Christine. Merci de votre écoute. On va pouvoir passer à la séquence d'échange. Donc, je rappelle pour ceux qui nous regardent à travers l'écran, vos questions, vous les envoyez à causerie@cesi.fr. Pour ceux qui sont dans la salle, vous levez la main. Alors, qui a des interrogations sur le sujet, qui voudrait échanger? Alors, faire le parallèle, par exemple, à vos santé d'organisation. Je sais qu'il y a des RH en salle ou autres. Ça peut être intéressant pour vous. Moi, j'avais une question sur... là, vous parliez d'exemples précis en lien avec la France. J'imagine que les autres pays aussi il y a des démarches similaires.
Ouais, alors la démarche One Health en particulier, elle est assez mondiale. C'est l'OMS qui l'a poussé en fait. Hein. Donc, et le Covid a accéléré ça. Donc cette interconnexion des santé, elle commence à germer. Hein. D'ailleurs, le simple fait que je vous en parle aujourd'hui, hein, c'est que ça commence à germer. Mais c'est pour ça que j'ai fait tout ce détour par les peuples racines. C'est qu'en fait, on n'arrive pas bien à le penser. Ça ne fait pas trop partie de notre façon de penser. Ça l'a peut-être été dans nos ancêtres. Avant, je pense que les paysans d'il y a 500 ans savaient que si ils ne prenaient pas soin de leur terre, ils n'allaient pas se nourrir demain. Mais de plus en plus, moi je vois One Health, hein, si vous tapez, vous verrez, hein, sur l'OMS, il y a plein de choses. Ça commence à venir. Après, ça reste très serré sur la question des épidémies. Donc, on voit bien OK, là, quand on se prend une infection, bon, bah là, c'est difficile de l'ignorer. Mais on sent bien qu'il y a un sujet à ce niveau-là où ça commence à germer. Et puis, encore une fois, moi, je suis allée chez les Serayaku, mais il y a de plus en plus de gens qui viennent. Maintenant, on les fait venir. Hein. Donc, il y a vraiment cette question de... On est en recherche. Enfin, à mon avis, on est en recherche. On voit nos courbes qui ne sont pas bonnes. Et donc, on commence de plus en plus à s'interroger. Et là, clairement, ce n'est pas que la France. J'avais une réflexion plus qu'une question, parce qu'il n'y a pas de réponse forcément, mais je pense que tout le monde sera un peu d'accord. On a l'impression que ça fait des années et des années au final qu'on est confronté avec les mêmes. Et on se dit qu'en 2024, enfin aujourd'hui en 2024, on se retrouve toujours à se poser les mêmes questions avec des tout petites, tout petites, je ne veux pas minimiser ce qui a été fait, mais des petites expéditions, des tests, des choses comme ça, alors que, au final, c'est connu depuis un certain temps, et on a l'impression que derrière, il y a des initiatives locales voilà, et c'est pas pris en compte par rapport au gouvernement ou des institutions qui auraient plus de poids, et c'est un peu difficile. Comment toi tu vois ça? Est-ce qu'il y a des lobbies, j'aime pas ce mot-là, mais je veux dire des choses qui seraient en voie d'explosion ou on se reste sur des réflexions minimes ou en tout cas voilà, pas déployables en tout cas à court terme, quoi. Je pense qu'il y a les deux. Hein. Il y a la question, effectivement, aujourd'hui, notre modèle de santé, hein, parce que c'est vraiment de ça dont il s'agit, il est basé sur des entreprises, hein, des pharma, il y a du business, hein, enfin, faut pas se cacher les choses. Donc, il y a ça, et du coup, là, ce dont je viens de parler, ça ne rentre pas complètement dedans, parce que ce n'est pas le business model. Hein. Il suffit d'écouter même les spécialistes de la pharmacie pour voir que le modèle, c'est de sortir des nouvelles molécules. Et quand une molécule, elle tombe dans le domaine public, elle ne rapporte plus rien. Là, il nous parle de plantes. Donc, je veux dire, on voit bien qu'il y a un écart au niveau financier. Ça, c'est le premier point, qui est un frein, on va dire, assez évident. Mais le deuxième frein, qui, à mon avis, est bien plus pervers et complexe, c'est cette façon de penser. Je sais, moi, en intervenant que modestement sur un bout de la chaîne, qui est celui des collectifs, je me rends tout le temps compte que peu de gens font le lien entre le comportement, la façon de traiter les gens et la santé du collectif. Alors, il y a des RH dans la salle, donc je pense que ça vous parle. Mais à part les RH, souvent, on dit « Non, mais je ne comprends pas, j'ai dit ce qu'il fallait, on a mis machin, il a tel diplôme, donc ça doit marcher. » Non. Non, c'est pas si simple que ça. Hein. Rappelez-vous la petite anecdote que j'ai citée au début de l'équipe de foot. C'est pas parce que tout le monde a toutes les bonnes conditions que ça marche, quoi. Donc cette façon de penser, ça va mettre, à mon avis, très longtemps à évoluer. Mais là où je suis très positive, c'est que c'est en train de le faire parce que notre modèle dysfonctionne, en fait. J'ai une question dans la salle. Bonjour. Alors, je m'interrogeais sur est-ce qu'il y a un moyen de trouver cet équilibre entre cette médecine qui vient des peuples racines et toute la médecine moderne et les performances qu'on a accumulées actuellement pour avoir justement un point d'équilibre personnel? Alors, ouais, très, très bonne question, hein, parce qu'effectivement, nous, malgré tout, on ne vit pas en Amazonie. Hein, nous, on vit en France aujourd'hui. Et oui, il y a de plus en plus de médecins. Je n'ai pas cité, je n'ai plus le nom de la personne en tête, mais qui est, je ne sais plus dans quel hôpital à Paris, fait vraiment ce travail. Et je le vois de plus en plus, d'avoir le meilleur de la science occidentale, la radiologie, voilà, tout ce qu'on est capable de faire, mais également venir se former. D'ailleurs, il y avait une thérapeute avec moi, hein, qui est venue se former. Et donc, je vois de plus en plus de gens faire, le combo des deux. Je ne sais pas si on dit ça comme ça, mais voilà. Et je pense que aujourd'hui, c'est une des voies. L'autre voie étant l'ultra-mécanisation, mais une des voies, c'est celle-ci. Et il y a des gens dans des grands hôpitaux parisiens qui le font. Et aujourd'hui, la question, est-ce qu'on n'est pas confronté à un problème
plus qu'urgent de la disparition de ces peuples-là, justement. Enfin... Alors clairement, hein, il y a vraiment ce sujet de leur savoir. Enfin, eux déjà humainement parlant, on est d'accord que c'est un vrai sujet. Enfin, c'est juste dramatique à certains endroits. Il y a surtout les savoirs, c'est des savoirs qu'on risque de perdre. Alors en positif, hein, parce que là effectivement ça peut paraître un peu angoissant, mais là ce que je vous ai montré sur les Sarayaku, hein, donc j'ai perdu la zapette, c'est pas grave. C'est des gens qui ont compris ça, pour ça qu'ils sont. Merci beaucoup. C'est des gens qui sont vraiment assez exemplaires là-dessus, et c'est pas les seuls. Hein, et les Kogi aussi l'ont compris. Ils ont compris qu'ils pouvaient pas être tout seuls dans leur coin sans nous, parce que de toute façon, on va venir. Hein, et du coup. En fait, même eux, d'ailleurs, quand je suis allée chez les Sarayaku, ce qu'ils m'ont dit, mais vous savez qu'on pourrait faire, alors c'est rigolo, c'est avec mes termes à moi, ils ne l'ont pas dit comme ça, mais on pourrait vous faire du conseil, on pourrait vous aider, parce que nous, on a prototypé une autre façon d'être au monde, et peut-être que vous pourrez vous la réapproprier, évidemment, dans notre contexte, dans votre contexte à vous. Mais ce sont des peuples qui qui se laissent pas faire tous, quoi. Ils sont pas naïfs non plus, ils ont bien compris ce qu'on était en train de faire. Une question dans la salle ? J'arrive. Bonjour. Et alors, en termes de conseils au niveau pratique des organisations, du management d'équipe, ce genre de choses, qu'est-ce qu'ils auraient à nous conseiller vraiment, à part effectivement soigner la relation? En fait, quelque part, vous venez de répondre à votre question, mais si je reprends un peu le slide sur les organisations, enfin, c'est pas vraiment sur les organisations, mais en gros, eux, ce qu'ils disent, les conseils qu'ils m'ont donnés, c'est, je ne peux pas tout résumer, mais sur les questions de gouvernance, en tout cas, c'est de passer du temps, d'accorder de temps et de l'énergie pour prendre soin du collectif. Et ça peut paraître contre-productif pour nous dans notre façon de penser, parce qu'on pense qu'une heure vaut une heure. C'est-à-dire, j'ai une heure, donc je vais produire pour une heure du travail. Eux, ils savent que c'est pas vrai. Ils savent que notre capacité d'énergie, elle varie. Notre capacité de qualité de ce qu'on produit est dépendant de ce qu'on est. Donc, en fait, c'est un peu, et je reviens, c'est comme aller courir ou aller manger, aller mieux cuisiner pour manger. Ils vont prendre du temps pour écouter ce qui se passe chez les gens, pour écouter comment l'équipe elle se comporte. Il y a vraiment un temps, et les gens savent qu'il y a un endroit pour déposer ça. Et paradoxalement, c'est bien plus productif. C'est ça l'ironie de la chose. C'est parce que si vous êtes dans un projet et vous avez l'assurance que je prendrai soin de vous, qu'on prendra soin de vous, vous n'avez pas du tout la même réaction que lorsque vous êtes en train de vous battre contre le système. Et combien de personnes aujourd'hui dans les organisations se battent contre le système pour faire leur travail ? Donc c'est vraiment ce temps, et d'un point de vue très pratique, c'est du temps alloué. On va devoir conclure, puisque la causerie c'est 14h, mais vous n'hésitez pas à rejoindre Madame Ebadi juste après la séance, ou ceux qui ont des questions via le live, à envoyer à causerie@saisie.fr vos interrogations. On peut remercier Christine chaleureusement. Merci à toi. Vraiment très intéressant, un sujet encore qui peut toucher chacun d'entre nous dans divers domaines. Donc je vous rappelle, n'importe quelle question, s'il vous plaît, n'importe quelle question à causerie@saisie.fr. Les replays disponibles via YouTube sur la playlist Les Causeries Saisie. Et la semaine prochaine, on se retrouve avec un sujet tout autre. Comme je vous le disais, les Causeries Saisie, c'est des thématiques sur tous les domaines. On reçoit une guide conférencière du Louvre et d'autres établissements qui vient vous parler de la peinture qui serait donc influente sur le cinéma. Je vous conseille de soit vous connecter à 13h mardi prochain ou pour les promotions qui seront dans la salle, venir. Merci à tous, bon après-midi et encore bonne année. Merci à ceux qui nous regardent via le live.